tout de suite vous inviter à poser des questions. J'en ai dans mon escarcelle. La parole à Nathalie. Voilà. Bon, d'abord, je suis très contente que le CRAL fasse entrer de façon spectaculaire le théâtre et la visualité, parce que je pense que ça manquait, donc c'est bien. Voilà. Et donc je suis très contente, voilà. Et puis, je vais essayer de faire un lien entre vos deux problématiques. Et le lien, il me semble qu'on pourrait le faire autour de ce que Frédéric a montré sur cette image qui est en effet extrêmement emblématique, qui pose la question de comment montrer le savoir, comment montrer une activité qui est une activité cognitive qui a priori ne se laisse pas voir spontanément. C'est un travail de mise en image, de mise en visualité de l'activité scientifique. Or, cette nécessité de montrer le savoir n'apparaît qu'à partir du moment où le savoir s'exerce dans la dépendance à l'égard du pouvoir. Puisque si on doit montrer le savoir, c'est pour le mettre en valeur et pour que cette mise en valeur permette d'obtenir des subsides et la protection. C'est quand même le roi qui est là, c'est-à-dire l'Académie royale des sciences, comme toutes les académies, n'avait pas été sous la coupe du pouvoir, c'était mise sous la coupe du pouvoir, pour des raisons à la fois de financement et de protection à tout point de vue. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail de théâtralisation de la part des savants, pas de la part du pouvoir, mais de la part des savants eux-mêmes, qui voient bien l'intérêt qu'ils peuvent avoir à se mettre en scène publiquement et visuellement de façon à mettre en valeur, littéralement, la mise en image est une mise en valeur de leur travail auprès de l'instance dont ils dépendent, à savoir le pouvoir politique. Et on retrouve du même coup, me semble-t-il, un lien avec ce dont nous a parlé Bérénice, à savoir comment mettre en scène son propre travail lorsqu'on dépend d'une instance qui doit vous aviser, qui doit vous permettre d'exister, ne serait-ce que tout simplement financièrement. Et il me semble que dans le discours que Bérénice analyse, ce qui est un petit peu à la place de la visualité que Frédéric analyse, c'est ce mot de politique, qui est le goût des acteurs, que Bérénice a très bien dit que c'est à la fois un signifiant flottant et un label, ça veut dire quand même beaucoup de choses, les deux sont contradictoires, mais en même temps les deux sont vrais. Et je pense que ça pose la question de savoir, et ça c'est vraiment une question sociologique, qu'est-ce qu'on fait quand nous travaillons avec des objets qui sont extrêmement parlés par les acteurs eux-mêmes. On a affaire, au début avec l'art contemporain, mais on le voit avec le théâtre, on a affaire à des acteurs extrêmement articulés, extrêmement diplômés, extrêmement intelligents, qui savent extrêmement bien parler, et du coup, les mots avec lesquels nous pouvons les décrire sont les mots qu'eux-mêmes nous proposent pour se qualifier eux-mêmes. Et le terme de politique est typiquement un de ces termes qui sont des termes de mise en valeur des acteurs par eux-mêmes, d'où la question est-il heuristiquement vraiment efficace de reprendre ce mot tel quel? Et je pense que tout le travail que Bérénice fait est dans cette question-là, jusqu'où est-ce qu'on prend pour argent comptant, si on peut dire, l'autoqualification des gens de théâtre comme faisant du théâtre politique, et dans quelle mesure on essaye de faire une analyse un peu plus fouillée de cette question-là. Du même coup, moi j'avais envie de poser la question, est-ce qu'on y croit à cette idée que c'est un théâtre politique? Il y a quand même, eux ils croient complètement, ils font tout pour qu'on y croit. C'est quand même une question qui se pose, parce qu'elle ne doit pas de soi. Donc cette qualification du théâtre politique est déjà problématique en elle-même. D'autant plus lorsque on voit qu'il s'agit d'une fraction très importante du théâtre public. Il y a exactement comme les savants que nous voyons dans cette image, une dépendance énorme à l'égard du pouvoir politique, à l'égard donc de l'État, ce qui rend quand même quelquefois un tout petit peu étonnant les attaques virulentes contre le néolibéralisme, parce que s'il y a un lieu où on n'est absolument pas menacé par le néolibéralisme, c'est le théâtre public en France, qui est vraiment alors typiquement théâtre dépendant entièrement des impôts, des subsides et de la politique et non pas du marché. Donc on a l'impression d'un discours un peu symptomal qui est extrêmement fort, qui ne cesse de se faire entendre, mais dont on a toujours l'impression qu'il dit en même temps un peu autre chose que
Et je me suis demandé, en vous écoutant, s'il n'y aurait pas intérêt à je suis tout à fait d'accord sur l'idée d'analyser, par citer les valeurs, d'avoir une approche compréhensive, etc. Bon, et je suis très partisane de l'approche compréhensive, mais là j'avais vraiment envie de basculer avec une approche un peu plus explicative et d'essayer de comprendre, d'expliquer plus exactement, donc par des paramètres extérieurs, pourquoi cette insistance sur ce mot de théâtre politique, sur cette catégorisation, cette labellisation du théâtre politique de la part des acteurs, de même pourquoi cette insistance à montrer le roi en train d'admirer le travail des savants. Et je me suis demandé s'il ne fallait pas faire intervenir cette analyse que j'aime beaucoup de Norbert Elias je crois que dans La dynamique de l'Occident, qui explique le romantisme de la première moitié du 19e, mais c'est tout mouvement romantique peut être expliqué de la même façon, comme la contradiction dans laquelle se trouve une catégorie d'acteurs qui bénéficient d'un privilège, tout en ne pouvant pas idéaliser ce privilège, tout en ne l'idéalisant pas, et qui, du même coup, ne peuvent pas l'abandonner, sinon ils n'ont plus aucun moyen d'exister, mais en même temps ne peuvent pas s'en prévaloir et ne peuvent pas en bénéficier totalement, ne peuvent pas en faire une valeur, parce que justement pour eux ça n'est pas une valeur. Et je pense qu'on a exactement cette même situation de fuite en avant dans une conception extrêmement romantisée de son propre travail, et je pense que le théâtre politique est une forme de ce romantisme du théâtre aujourd'hui, qui me semble-t-il pourrait être expliquée, et non plus comprise pour le coup, comme cette situation très particulière de gens qui bénéficient quand même d'un privilège énorme, qui est le privilège qu'a le théâtre public par rapport au théâtre privé, et qui pour pouvoir ne peuvent pas donc se passer de ce privilège, et en même temps évidemment ne peuvent pas s'auto-valoriser comme dépendant directement du pouvoir d'État. Du même coup, fuite en avant dans une, qu'on a envie d'appeler une rhétorique politique, qui me paraît plutôt un symptôme de cette position axiologiquement très inconfortable, de privilégiés qui ne peuvent pas revendiquer leur privilège, exactement ce que Elias décrivait à propos des jeunes romantiques des années 1830, ou ce que Flaubert décrit malheureusement dans l'éducation sentimentale. Voilà. Et donc, bon, c'est vrai que là j'avais envie de sortir un peu de mes habitudes de sociologie compréhensive, analyse des valeurs, catégorisation idéatique, etc. Et quand même de faire intervenir une petite explication bêtement matérialiste de quoi vit-il là. Non, c'est un peu réducteur, mais bon, je pense que cette dimension de dépendance à l'égard du pouvoir et de dépendance volontaire, il ne s'agit pas du tout je le pensais très fort, de l'État comme on le présente souvent, mais volontairement sous le de l'État, produit cette situation de porte-à-faux qui induit cette fuite en avant dans une politisation de la pratique et du discours qui me paraît plus un symptôme que quelque chose à prendre au pied de la lettre. Excusez-moi, c'était un peu long, mais il fallait terminer. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, d'ailleurs, c'est précisément pour ça que moi je me suis intéressée à l'expression théâtre politique. Je disais au début, parce que quand j'ai commencé ma thèse, les gens qui travaillaient avaient des expressions beaucoup plus serrées, ponctuelles presque, je dirais, que la mienne. Et moi je disais souvent, mais elle est un peu flasque, mais c'est précisément cette flaccidité qui m'intéresse, parce que effectivement c'est un mot qui est investi de signifiés différents. Et c'est effectivement un mot, alors j'ai bien aimé cette expression d'un objet beaucoup parlé par les acteurs. Effectivement, c'est en tant qu'elle est extrêmement parlée par les acteurs, et ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est parlée à la fois par les acteurs du chant théâtral et des études théâtrales, énormément. C'est vraiment une catégorie constituée, théâtre politique. Moi, au contraire, je l'apprends, tout le projet du livre et puis des recherches ultérieures, c'est de la prendre pour objet et d'interroger précisément ce qu'elle permet à ces acteurs-là. Et je suis aussi tout à fait d'accord sur cette idée d'une situation, alors en partie extrêmement inconfortable, et pour moi je trouve que c'est ce sur quoi j'ai insisté au début, l'omniprésence de la critique du néolibéralisme, elle vaut effectivement symptôme alors je dirais à la fois d'un
voilà, d'un retournement d'une position peut-être un peu inconfortable, consistant en appeler à l'État que par ailleurs on critique, en une posture effectivement assez valorisante, et puis surtout aussi une posture qui uniformise encore une fois le monde du théâtre public lui-même, et qui permet de ne pas regarder aussi un peu ce qui fâche et de ne pas regarder les inégalités, enfin tout ce qu'il structure, en pointant le regard vers cet ennemi contre lequel il faut tous s'unir. Donc ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais quand même qu'il y a une autre raison aussi, et qui n'est pas seulement celle des artistes, des professionnels, dans l'omniprésence de la référence aux politiques et à la fonction politique du théâtre. Et c'est une raison qui est à la fois... Enfin, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le moment, parce qu'on est passé vraiment à la fin du 19e siècle, il y a une défiance, une hostilité très très grande, réciproque entre les artistes et les pouvoirs publics, qui réfléchissent les uns et les autres à la question du théâtre populaire. C'est la catégorie utilisée énormément à cette époque-là. Il y a des textes de Jaurès, mais il y a eu aussi beaucoup de tentatives voilà, de prémices d'une politique publique théâtrale. Et ça va s'élaborer progressivement, et on passe de la méfiance du côté des artistes à l'idée qu'on ne peut pas faire autrement. C'est Copeau qui le découvre, par exemple, on le cite souvent comme un parangon du théâtre populaire. Pendant longtemps, il n'en a vraiment rien à faire, il ne veut surtout pas que l'État intervienne, et puis il se rend compte qu'en fait, de toute façon, sinon, effectivement, il ne va pas y arriver. En plus, il y a l'arrivée du cinéma à ce moment-là, qui vient concurrencer très fortement l'activité théâtrale. Donc, il y a effectivement un appel à l'État, mais une fois ensuite qu'on est dans une politique publique subventionnée, la récurrence de l'idée d'un théâtre politique, elle est aussi celle des pouvoirs publics, elle est aussi présente, très fortement présente. Elle n'est pas du tout seulement présente dans le discours des artistes pour en appeler à l'État, elle est tout autant présente dans le discours des pouvoirs publics, parce que c'est ce qui justifie la politique publique, et c'est ce qui fait qu'elle... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais en fait une question que j'ai oublié de vous poser, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être plus efficace de travailler sur l'ensemble du théâtre public? Parce qu'il me semble que ce discours sur le théâtre politique est un élément du théâtre public, mais est complètement constitutivement lié au théâtre public, et qu'en élargissant un tout petit peu la focale, vous aviez une base objective de discrimination du corpus qui est théâtre public, théâtre pas public, au lieu qu'avec théâtre politique, vous avez un élément qui est donné par les acteurs et qui est donc assez compliqué à manipuler. Alors, je ne l'ai peut-être pas précis, mais dans le corpus, en tout cas dans le corpus des spectacles, ce que j'ai choisi, ce n'est pas forcément des spectacles pour lesquels les artistes ont dit c'est du théâtre politique. Alors il y a la question des thématiques qui sont développées, mais j'ai pas du tout tenu compte seulement de cette idée qu'il y avait eu le qualificatif qui avait été appliqué au spectacle ou pas. Donc c'est le théâtre public de façon générale. Alors c'est même pas seulement le théâtre public sur lequel j'ai travaillé, mais c'est vrai que j'ai pas interrogé frontalement la barrière théâtre public, théâtre privé, en allant regarder fortement du côté du théâtre privé, même si je l'ai fait en fait dans le livre, je parle de spectacles qui sont hors du cadre du théâtre public. Je ne pensais pas aller voir le théâtre privé, mais aller regarder dans le théâtre public ce qui n'est pas théâtre politique, pour comprendre la dynamique de l'attention qui fait que le mot politique est tellement mis en avant. Oui, mais c'est parce que comme je ne travaille pas seulement sur les œuvres, la catégorie de... Parce que c'est une catégorie qui joue dans le discours des pouvoirs publics, qui joue dans les déclarations d'intention des artistes, indépendamment même parfois de leur spectacle. Je ne voulais pas faire un partage justement en amont en disant ça c'est théâtre politique. Il n'y a pas d'éléments permettant de... Le frontispice, je ne crois pas que le roi va admirer les savants. Le roi va s'admirer lui-même. Il est devant un grand miroir. Et donc, ça fait partie du portrait du roi. C'est-à-dire, selon ce que disait Louis Marin, c'est-à-dire le roi ne voit que dans sa représentation. Donc, au XVIIe siècle, les artistes, les savants ont besoin du roi, mais le roi a besoin des artistes, des savants et des historiens pour être le roi. Et donc la question c'est peut-être de savoir comment la situation change
par rapport à la période récente, contemporaine, c'est-à-dire en renversant l'optique. Est-ce que l'État démocratique a besoin du théâtre? C'est une vaste question. Plus tellement. Enfin, c'est ça la grande différence, non? Pas autant. Oui, ah oui, non, pas pour se pas du tout à ce légitimer, point-là. pas pour se... Quelle manière? Ça s'est inversé en quelque sorte. Hein, le théâtre a besoin, c'est ce qu'on disait, Ah, le théâtre a besoin de la politique, mais de la politique l'État, n'a ça, plus c'est tellement sûr. besoin du théâtre. Le ministère, en tout cas, a besoin, le ministère des Affaires culturelles, en tout cas, a besoin. Après, la question est plus là. Donc une question pour Frédéric, et on va remonter peut-être le temps vers la contemporanéité et peut-être revenir à des questions de visibilité justement dans ton travail de metteur en scène et donc en travaillant sur la question de Gaïa, autour de la tour. Est-ce que tu retrouves justement des problématiques sans vouloir absolument légitimer ton travail de metteur en scène par un travail scientifique, etc. C'est pas l'objet de ma question, mais qu'est-ce que tu cherches à rendre ou non visible, audible, sensoriel à l'intérieur de ton travail? Il y a évidemment la question du politique, de la nature, etc. chez la tour. Tu es dans une forme de théâtre politique ou de théâtre engagé, j'imagine. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, c'est une immense question et en fait, c'est gentil de me conduire, de m'obliger à faire ce parallèle-là que pendant des années j'ai bien évité de faire. Évidemment, voilà, je travaille sur le XVIIe siècle et puis c'est voilà. Donc bon, puisque vous m'y invitez, puisque tu m'y invites, évidemment, c'est ce qui est très intéressant avec Gaïa. En fait, il y a deux choses dans le travail avec la tour et je vais peut-être en parler un petit peu plus de la deuxième, puisqu'on va peut-être travailler là-dessus ensemble avec Bérénice. Donc ça fait un autre point de contact. La première chose, c'est évidemment le travail autour de Gaïa, donc autour d'un sujet d'écologie politique, un sujet de savoir, hein, là pour le coup d'une science très récente, qui est la climatologie, qui est évidemment, on le sait, une question simultanément politique, et qui est un travail qui était vraiment un travail de recherche et d'accompagnement. L'idée n'était pas de mettre en scène les idées de Bruno Latour sur le plateau, pas du tout, mais de l'accompagner pendant son travail. Et justement, il y a 2 jours, j'étais invitée à une conférence de théâtre pour parler de cette expérience. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça avait abouti à 2 choses, à un texte de Latour qui s'appelle Facing Gaïa et à une pièce de théâtre. Finalement, il nous a laissés assez indépendants. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que dans son texte à lui, il y avait des restes du travail des comédiens. Donc là, déjà, pour positionner le rapport entre savoir philosophique ou scientifique et représentation artistique, l'idée qu'il n'y ait pas de surplomb du philosophe ou de surplomb du savant était assez important pour nous, puisqu'on a travaillé avec des climatologues, on est allé voir des collègues du CNRS, mais sur le plateau de Saclay, et on a fait des va-et-vient entre la pièce, le spectacle et leurs travaux, mais on n'a pas essayé de mettre en scène la science. Et finalement, pour répondre à ta question, Anne, il ne reste rien pratiquement de la science réellement, de la climatologie dans le spectacle. On a travaillé avec eux, mais pour produire, c'est pour ça que la discussion avec Bérénice pour moi est si intéressante. Pour produire ce qu'on voulait être une vraie pièce de théâtre, on ne voulait surtout pas qu'il reste de la pédagogie, du didactisme, de la science. Et pour ce qui est de la question politique, dans quelle cité on se trouve, j'avoue que je serais bien en mal de vous le dire, et j'aimerais beaucoup ça. Enfin, j'imagine dans la 3e, mais je ne suis même pas vraiment sûre, dans la 3e ou la 4e. Dans la 4e, en tout cas, dans des cités pas très légitimes, déjà, ça c'est clair, puisque c'est pas le théâtre, c'est pas le théâtre à la Rimini Protocole post-politique. Latour parle d'un théâtre post-épistémologique, éventuellement post-dramatique, mais dans quel post sommes-nous? En tout cas, voilà, c'est un nouveau type de science qui est mis en scène, et c'est une façon de faire de la politique qui n'est pas dans la revendication apolitique, ni dans la lutte. Enfin, c'est quand même du théâtre politique, puisqu'on a affaire à une question majeure. Et j'en arrive à ce projet qui nous occupe en partie cette année sur le reenactment d'un sommet climatique au Théâtre des Amandiers en mai.
sur lequel on va peut-être travailler avec Bérénice, mais l'idée de Latour et de Philippe Ken, le directeur des Amandiers, c'est qu'il est intéressant de faire avec des étudiants un pre-enactment plutôt qu'un re-enactment, mais de simuler une conférence climatique avec des étudiants. Donc quel est le statut là de cet objet ? Ce n'est pas vraiment un spectacle, c'est une démarche politique, oui, puisqu'il s'agit en quelque sorte de travailler avant les négociateurs climatiques, de travailler sur cette question de la mise en scène du savoir, d'utiliser les travaux de Latour sur les cartographies des controverses ou autres pour donner une autre vision de ces problèmes, de ne pas simplement reproduire la scénographie classique des négociations onusiennes. Donc là, tu as raison, il y a des questions de représentation du savoir et du politique qui sont posées, qui ne sont pas encore résolues. Il y a plein de gens qui travaillent, pas du tout que moi, il y a plein de gens qui travaillent sur ce projet de mai, qui m'intéresse énormément parce que ça fait écho, effectivement, à mon travail de recherche. Donc je n'ai pas encore les réponses, mais au fur et à mesure de l'année, j'espère que ça va s'éclairer de façon assez étrange et oblique et fructueuse, puisque on est un peu aux deux extrêmes là, de la chronologie. Peut-être juste parce que c'est en lien direct avec ce que vient de dire Frédéric. Moi, je suis très passionnée par ce recul et ce déplacement de la question du monde au théâtre vers celle de son embrassement scientifique. C'est-à-dire, on voit bien que toi, tu pars d'un problème qui est non pas comment mettre le monde sur la scène, mais comment le faire tenir dans la scène et dans un espace réduit. Et on a le sentiment que cette question est réglée d'un point de vue allégoriquement par les praticiens du théâtre contemporain. Il y est, c'est une donnée, et ce microcosme est de fait, une scène est de fait un microcosme. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais il y a cette croyance, disons, au fait que sur scène, il y a quelque chose comme du monde, en petit, en déplacé, en valant pour, etc. Et le déplacement en arrière et le déplacement vers la science crée tout à coup cette énigme de plus. Oui, mais comment est-ce qu'il tient là ? Comment est-ce qu'on le voit ? Comment ça s'est fabriqué ? Voilà. Comment cette chose-là qui n'est plus forcément... Et je trouve ça très passionnant, en fait, de voir cette généalogie scientifique et optique de cette croyance nécessaire pour que quelque chose, comme une articulation avec le monde, advienne sur la scène. Et, voilà, c'est tout. Moi, j'avais deux questions, une question précise et une question confuse. Alors, la question précise, Anne l'a déjà posée à ma place. C'était justement dans quelle mesure le travail de Frédéric en tant que metteur en scène, précisément parce que c'est cette question d'un engagement politique de la question de la science, faisait un lien évident entre vos deux propos. La question confuse, elle est celle de la démocratie. Je veux dire par là que c'est confus. Pourquoi ? Parce que je crois que tu as parlé d'une sorte d'équation spontanée entre politique et démocratie à propos de la cité œcuménique. Déjà, j'avais une question dans la question, est-ce que c'est quelque chose de partagé ou non ? Parce que, en plus, j'imagine que dans la démocratie, on doit mettre plusieurs choses différentes. Tu as évoqué la délibération, et c'est ça où j'avais un écho avec le propos de Fred sur les assemblées et surtout sur les académies comme lieu de délibération savante, donc rationalité, etc., etc. Mais dans la démocratie, on peut aussi entendre la démocratie populaire, donc le théâtre populaire, donc tout un théâtre de l'engagement qui est peut-être brechtien dans sa revendication, mais qui travaille vraiment de manière très très directe sur les émotions, sur les engagements des corps, y compris dans la figure de la grève de la faim, etc., où il n'est plus question de parler, tout le contraire même. Donc, je ne sais pas, elle est confuse ma question, parce que je ne sais pas dans quelle mesure on peut en dégager une vraie question. En tout cas, ce qui me paraît être un écho, c'est les figures de la démocratie différentes qui sont en jeu quand il est question donc, des mondes savants, et dans quelle mesure, donc ça c'est une question un peu plus précise pour Frédéric, dans quelle question ces images où il y a un enjeu de mettre en forme et en représentation le monde est un argument dans un débat scientifique. Est-ce que ces images, en plus de représenter le monde, servent à convaincre les autres dans un débat dont le présupposé serait
que le meilleur argument gagne. Donc voilà, j'ai annoncé que c'est confus, ça reste confus, mais si vous voulez bien essayer de réagir à ça, ça m'intéresse. Moi, je peux essayer par rapport à la démocratie. Je suis vraiment pas sûre, surtout concernant Louis XIV. Enfin. Non, mais à l'intérieur d'une académie, oui, d'accord, je comprenais. Sur un plan où le meilleur argument devrait l'emporter au-delà de tous les effets de pouvoir. Ah oui, d'accord, je ne comprenais pas. En tout cas, pour ce qui est de la représentation des mondes savants, je crois que tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'on est... ce qui est frappant à cette époque, c'est la... comme j'essayais de le montrer avec l'image là, de Sébastien Leclerc, c'est la convocation de tous les outils disponibles qui convergent, comme vous le disiez, vers le souverain. C'est-à-dire qu'on a effectivement les différents instruments optiques, géométriques, la perspective, enfin, tout est centralisé. Donc il me semble que là, la construction de la légitimité politique se fait feu de tout bois, se sert voilà ce que je peux dire. Et sur la question de la démocratie, oui, il y a effectivement cette équation. Chez moi aussi, c'est en travail. Hein, je l'aborde juste dans la conclusion du livre il faut que j'y réfléchisse encore. Enfin, il faut que je développe ce point-là. Et effectivement, on pourrait dire qu'il y a par exemple une distinction à faire entre le théâtre œcuménique et le théâtre de lutte politique, au sens où dans le théâtre œcuménique, il y a vraiment une valorisation de la démocratie, de la Déclaration des droits de l'homme particulièrement, et ça passe vraiment par une esthétique de la communion, qui vise à vraiment consolider la communauté civique qui est censée incarner donc, le public, par des grands sentiments qui vont... Il n'y a pas du tout de défiance à l'égard des larmes, par exemple, à l'égard des émotions fortes et collectives, là où dans le théâtre de lutte politique, la question... Enfin, on est peut-être davantage dans la dimension délibérative, et il y a aussi une plus grande... les émotions sont présentes et en même temps il y a toujours une discussion sur ce qu'elles peuvent produire, voilà, mais en tout cas l'équation théâtre politique au sens positif, puisque à chaque fois quand il est convoqué le terme politique c'est au sens où il est censé être positif et effectivement lié au mot démocratique et avec des acceptions quand même très différentes dans ce que ça veut dire en termes de relations entre les spectateurs, relations entre la scène et la salle. Ça ne dit rien en fait de ce qui se joue à ces niveaux-là. Moi, j'aurais peut-être juste une dernière question, presque grammaticale. Frédéric a dit « je ne sais pas dans quelle cité nous nous situons ». Bérénice a presque toujours utilisé le mot « cité » en situation de sujet, et de sujets presque mystérieux, enfin, disons énigmatiques, ou recouvrant d'autres modes de communauté. La cité considère que la cité pense, enfin... Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a du point de vue du rapport entre la cité et ses sujets, où se place le curseur oui, alors ça c'est un abus de langage effectivement lié à la dimension très rétrospective, et effectivement je me suis rendu compte en parlant parfois que je donnais l'impression qu'il y avait ces espèces d'êtres majestueux et flottants au-dessus du réel. Mais c'est intéressant en même temps de penser que ça peut valoir pour une communauté de sujets. Oui, alors je disais aussi, dans les faits, les acteurs, ils se rangent, d'abord, alors certains se rangent parce qu'ils ont lu le livre, donc ils m'en parlent, mais bon, la plupart quand même ne l'ont pas lu, donc ne se rangent pas eux-mêmes dans l'une ou l'autre. Moi, je les range dans différentes, où je trouve qu'ils ressortissent davantage à une seule. Mais c'est tout l'intérêt des cités, en fait, c'est juste une façon d'essayer d'y voir clair dans un paysage extrêmement confus. Voilà, donc quand je parle des cités, c'est
tous les acteurs et toutes les instances aussi, parce que ce n'est pas seulement des personnes physiques dont il est question, qui se réunissent autour d'une façon de concevoir le politique, une façon de concevoir l'histoire théâtrale, une façon de concevoir le rôle du théâtre, une façon aussi plus précise de définir ce que ça engage, le mot politique et le mot art. Mais j'avais eu un peu une arrière-pensée en fait en me posant cette question, qui était que j'avais l'impression que la réflexion en termes de cité, en fait, reprend et tout autrement et dirige tout autrement ce qui aurait pu être présenté comme un découpage de genre en fait à l'intérieur du théâtre contemporain, et que et autant on peut se demander comment un texte appartient à son genre, et il y a toutes sortes de raffinements justement autour du problème de l'appartenance ou de la participation, etc. Autant justement on pourrait réfléchir au mode d'articulation entre les sujets et les cités, parce que voilà, est-ce qu'on appartient à une cité, est-ce qu'on enfin bon, mais c'est mon ignorance qui me fait parler comme ça, mais disons c'est jamais un abus de langage quand on peut parler comme ça veut dire qu'il y a qu'il s'y élabore quelque chose comme une pensée aussi du rapport entre les acteurs et les valeurs. Ah oui, bien sûr, oui. Enfin, ça c'est bien sûr, mais je veux dire même en termes actentiel en fait. Mais bon voilà, Si je peux juste permettre une toute petite suggestion là-dessus. Je pense qu'on pourrait remplacer cité par idéal-type, et ça permet, et on verrait bien que ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que ça permet d'éviter les catégorisations qui feraient qu'à un sujet correspondrait une catégorie, et que simplement un sujet peut se balader entre plusieurs cités, plusieurs idéal-types. C'est une conception continue du découpage et non pas discontinue. Voilà, on peut utiliser Max Weber aussi bien que les cités de Boltanski en gardant en tête qu'on a des idées. C'est juste une suggestion. Ça permet d'éviter cette catégorisation discontinue qui est souvent un peu piégeuse. Mais tu disais qu'on pouvait passer d'une cité à l'autre? Oui. Dans les faits, de toute façon, les acteurs, ils ne sont pas dans... La cité, c'est, là pour le coup, effectivement, comme idéal type, c'est une façon d'essayer d'y voir clair. Donc mais ça n'existe pas. Alors, par rapport à la notion de genre, ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent se référer... on peut se référer à la notion de genre quand on écrit ou quand n'importe quel artiste, même au cinéma... On se réfère à un genre existant. Là, ils ne peuvent pas se référer aux cités existantes, encore une fois. Enfin, ça n'a pas le même mode de présence dans le réel, la notion de cité. Est-ce qu'il y a des spectacles qui échappent aux cités? Je me demandais, est-ce que tu as déjà été devant un objet théâtral? Ah, mais bien sûr, oui. Il y a des... Oui, mais parce que, encore une fois, le réel s'autorise à être contradictoire, contrairement à moi qui essaye de faire que elles sont délimitées les unes par rapport aux autres. Donc je les ai pensées pour qu'elles ne soient pas poreuses les unes aux autres. Et puis elles créent beaucoup d'intelligibilité. Je crois qu'on doit s'arrêter. Ouais. Merci beaucoup. Merci.